Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un espace de travail vraiment hyper dynamique, un lieu où la magie de l'apprentissage opère tous les jours, la salle de classe. On a souvent tendance à se dire que le matériel scolaire, ce sont juste des fournitures basiques. Mais en fait, pas du tout. Chaque objet qu'on trouve dans une classe est un instrument ultra stratégique pensé vraiment pour façonner la réussite des élèves. Alors c'est parti, on va explorer ensemble cette fameuse boîte à outils pédagogique pour comprendre comment ces simples objets du quotidien arrivent à transformer de l'information brute en véritable savoir. Au programme de cette analyse, on va d'abord définir ce qu'est exactement le matériel didactique. Ensuite, on passera en revue les grands classiques, la pratique individuelle, les normes tournant de l'audiovisuel, les limites de ces médias, et pour finir, on verra comment on acquiert concrètement tous ces outils. Première étape, qu'est-ce que le matériel didactique au juste? Repartons vraiment de la base, avec la définition du dictionnaire Larousse. Le matériel, globalement, c'est tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement d'une activité. Ok, c'est assez logique. Mais, quand on y ajoute le petit mot didactique, on change complètement de dimension. Parce que didactique, ça se rapporte spécifiquement à l'enseignement. Donc le matériel didactique, ce n'est vraiment pas juste du mobilier ou de la petite déco pour faire joli, hein. C'est l'ensemble très précis des objets et des instruments utilisés dans un but super clair: instruire, transmettre des connaissances et surtout faciliter l'acquisition des savoirs pour ceux qui y apprennent. Et là, on remarque tout de suite une distinction stratégique majeure dans la classe, un contraste vraiment flagrant entre le matériel collectif et le matériel individuel. D'un côté, on a les outils manipulés par le maître pour capter l'attention de toute la salle d'un coup, un peu comme des cartes géographiques géantes ou des ardoises murales. De l'autre côté, boum, changement d'échelle. Le matériel individuel, c'est ce qui est placé directement entre les mains des apprenants. On peut penser aux petits bâtonnets ou aux capsules pour apprendre à compter, par exemple. Et c'est une dualité absolument brillante parce qu'elle permet au cerveau de l'élève d'alterner entre, d'une part, l'absorption d'une démonstration globale et d'autre part, une appropriation tactile, concrète et beaucoup plus personnelle. Passons à la deuxième partie, les classiques. Alors, le fameux manuel scolaire. Il est souvent décrit comme un véritable maître à domicile. Et pourquoi ça? Parce qu'il permet à l'enfant de réviser, de consolider et de vraiment fixer les apprentissages une fois rentré à la maison. C'est la base de connaissances incontournable par excellence. Mais il y a un gros mais. L'astuce ici, c'est que l'éducateur ne doit absolument jamais devenir l'esclave de ce livre. Le but, c'est d'exploiter le manuel, de réussir à l'adapter aux réalités qui sont souvent complexes dans une classe, sans jamais, au grand jamais, le suivre aveuglement ou le réciter de manière monotone. D'ailleurs, c'est assez fascinant de voir qu'il existe même des manuels spécifiques qui sont destinés uniquement aux maîtres. Ces recueils de corrigés, par exemple, sont là pour éviter un travail de préparation qui serait beaucoup trop fastidieux au quotidien. Mais attention, le texte de référence rappelle très fermement que ça ne dispense en aucun cas des recherches et des initiatives personnelles. L'outil est là pour aider, bien sûr, mais il ne remplace en rien l'humain. Et ça nous amène très naturellement à l'outil de centralisation ultime de la classe. Oui, on l'a sans doute deviné, on parle du tableau. Ce fameux tableau, c'est littéralement le point focal de la pièce. Et son utilisation, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça ne s'improvise absolument pas. Il y a des règles séquentielles très claires pour une utilisation qu'on appelle rationnelle. Règle numéro 1, on écrit toujours la date en haut à droite. Ensuite, et ça c'est fondamental, on divise la surface en compartiments. Pourquoi? Ça permet d'ordonner les activités et surtout ça évite de devoir effacer toutes les 2 minutes. Et on le sait très bien, effacer sans arrêt, c'est le meilleur moyen de perdre instantanément la concentration d'une trentaine d'élèves. On utilise aussi des chevalets pour les croquis et on efface toujours proprement avec un chiffon mouillé. C'est vraiment toute une mécanique pensée pour l'efficacité visuelle. On en arrive à la section 3, la pratique individuelle. L'outil roi absolu de cette pratique individuelle, c'est l'ardoise. C'est assez génial parce que c'est à la fois un instrument de travail pour l'élève et en même temps un redoutable instrument de contrôle pour le maître. Et il faut savoir qu'elle se décline en plusieurs modèles super spécifiques. On a l'ardoise géante qui fait 60 par 40 cm pour dynamiser les travaux de groupe. Il y a l'ardoise en manché, donc fixée à un manche, qui est idéale pour les toutes premières séances de lecture au cours préparatoire. Et puis il y a l'ardoise à point mobile avec ses constellations de 5 points, parfaite pour l'étude des premiers nombres. Bref, chaque variante possède une application pédagogique extrêmement bien ciblée. Mais au-delà de l'ardoise, on trouve aussi ce qu'on appelle le matériel concret. Et là, il faut bien comprendre une chose, ce matériel tangible, ces petits objets patiemment collectionnés, ils sont absolument vitaux. C'est vraiment le tremplin indispensable pour réussir à passer de la réalité physique à l'acquisition d'idées abstraites, particulièrement à l'école primaire. On ne peut tout simplement pas conceptualiser des mathématiques ou de la logique sans avoir d'abord manipulé physiquement le monde qui nous entoure. C'est la base. Et on avance avec la section 4, le tournant audiovisuel.
Pour bien recadrer les choses ici, regardons un peu la vision de H. Dieuzide. L'audiovisuel dans une classe, ce ne sont pas juste des écrans posés là un peu par hasard. En fait, c'est l'ensemble des procédés qui diffusent des messages dynamiques et qui, et c'est ça le point crucial, éveillent un large éventail de réactions psychologiques nouvelles. C'est un vrai changement de paradigme. Il faut vraiment voir ces outils modernes comme des vecteurs d'idées complexes capables de modifier profondément et durablement la façon dont l'esprit assimile l'information. Et les avantages de cette modernité sont juste remarquables. L'audiovisuel a ce pouvoir presque magique d'ouvrir littéralement les fenêtres de la classe sur le reste du monde. C'est une source de motivation incroyablement puissante. Ça rend les cours beaucoup plus vibrants et ça aide surtout l'école à faire face à la concurrence féroce des médias de masse extérieurs. Quand ils sont bien utilisés, ces outils améliorent considérablement les conditions d'apprentissage et ils éveillent chez les jeunes un esprit critique très souple, ce qui est absolument indispensable pour naviguer dans notre époque hyper complexe. Ce qui nous amène logiquement à la section 5, les limites des médias. Car oui, il y a des risques significatifs et on ne peut clairement pas les ignorer. Premièrement, un document audiovisuel de mauvaise qualité, ça peut paradoxalement compromettre la compréhension au lieu de la facilité. Ensuite, et c'est un point majeur, on fait face à un risque très sévère de saturation cognitive. Trop d'images, trop de sons, et boum, l'esprit décroche, tout simplement. Au fond, l'abus de l'image est tout aussi préjudiciable que l'abus de la parole. Et enfin, on remarque une vraie difficulté pour les éducateurs à doser et à évaluer l'assimilation quand on utilise du contenu médiatique tout fait. C'est un vrai défi. Donc, face à cette double nature de l'audiovisuel, à la fois génial et risqué, le texte source pose une conclusion très ferme. L'introduction de ces techniques est un impératif, ça c'est sûr, mais ça rend une chose absolument obligatoire, la formation spécifique des éducateurs. On ne s'improvise pas utilisateur de ces technologies surpuissantes dans un cadre d'apprentissage sans y être solidement préparé. C'est quasiment un métier à part entière. Passons à notre dernière partie, la section 6, l'acquisition des outils. L'équipement d'une salle de classe, dans les faits, c'est un effort hautement communautaire. Ça ne repose presque jamais sur une source unique de financement. Le gâteau des ressources, il est partagé. On a la dotation officielle de l'État, bien sûr, mais il y a aussi le soutien absolument vital des partenaires locaux, comme les associations de parents d'élèves. On compte aussi sur l'apport personnel des enseignants et des élèves eux-mêmes, et même, très souvent, sur la fabrication locale et artisanale du matériel. C'est vraiment une synergie collective, tout un écosystème qui permet à l'enseignement de fonctionner correctement jour après jour. Pour clore ce décryptage, voici une petite réflexion pour aller encore plus loin. On a bien vu que le matériel didactique est en constante évolution, c'est indéniable. Mais, alors que les médias de masse concurrencent de plus en plus l'institution scolaire, comment les futurs éducateurs vont-ils réussir à s'adapter le jour où l'écran deviendra de facto la source primaire et incontournable du savoir ? Les outils changent, c'est certain, mais le défi de capter l'attention et de transmettre la connaissance, lui, reste entier. C'est une question absolument fascinante pour l'avenir de l'éducation. En tout cas, merci d'avoir suivi cette analyse approfondie et à très vite.